Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie parce que c'est la première fois que je vais faire un exposé aussi vaste devant un public aussi divers que vous l'êtes. Et pour commencer cet exposé, on va vraiment rentrer dans le concret et on va regarder ensemble une petite vidéo d'une expérience sur laquelle j'ai travaillé. Donc, je vais vous faire tourner cette vidéo et puis à un moment, je vais l'arrêter et je vais vous demander à ce moment-là de fermer les yeux, de les rouvrir et de voir si vous arrivez toujours à voir ce que vous voyez précédemment dans cette vidéo. Donc voilà, ça démarre. Là, vous voyez normalement des choses se passer. Vous pouvez imaginer un petit peu qu'est-ce que c'est. Et maintenant, je vais mettre en pause. Voilà, je vous laisse fermer les yeux, les rouvrir. Alors là, est-ce que vous retrouvez les structures que vous voyiez précédemment? Là, c'est quand même vraiment compliqué. Par contre, si je redémarre la vidéo, il se passe clairement quelque chose. Donc cette expérience-là, c'est pas moi qui l'ai réalisée, parce que même si j'ai fait des études de physique, une expérience en physique et moi, c'est vraiment quelque chose qui peut donner des étincelles et pas au sens très positif du terme. Donc il y a quelqu'un d'autre qui travaillait sur cette expérience et qui est venu toquer à mon bureau en me disant « Bon voilà, j'ai ces vidéos, moi sur la vidéo, je vois très bien ce qui se passe dans mon expérience. Par contre, un ordinateur, quand je lui donne chacune de ces images-là, il a quand même vraiment du mal à voir ce qui se passe et à traiter cette vidéo, à extraire des informations de cette vidéo. Or moi, j'ai plusieurs heures d'enregistrement, donc je ne vais pas extraire l'information moi-même. Il faut qu'un ordinateur le fasse. Et on va tout de suite voir d'où elles viennent, ces vidéos. Et dans un tout premier temps, pour vous montrer un petit peu les images sur lesquelles j'ai travaillé, il faut savoir qu'un physicien, dans son laboratoire, bon, il fait des expériences et c'est pas son travail de traiter les images qu'il a acquises. Néanmoins, il a un peu de sens pratique. Et donc, le sens pratique nous dit, initialement, dans mon expérience, je suis à un état où rien n'a bougé, c'est l'état de référence, l'état initial que vous voyez ici à gauche. Et puis, au cours du temps, je vais arriver, par exemple, à cette image. Bon, c'est très dur de voir quelque chose et sur l'une et sur l'autre. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est regarder uniquement la différence entre cette image de référence et l'image que je vois au temps T dans la vidéo. Et là, sur cette image, vous voyez apparaître des choses. Vous voyez apparaître des structures. Donc là, vous en avez ici une en bas. Vous en avez quelques-unes ici sur les côtés qui sont plutôt sombres. Et vous avez aussi, alors je ne sais pas à quel point avec le vidéoprojecteur c'est très visible, des structures plus brillantes qui passent ici au centre de l'image. Et donc c'est vraiment sur ces images-là que moi j'ai travaillé. On va tout de suite voir de quelle mystérieuse expérience elles viennent. Donc cette expérience a été réalisée au laboratoire de physique de l'ENS de Lyon. Et le but, c'était d'étudier comment se propage à la fois un gaz et un liquide au travers d'un milieu poreux. Un milieu poreux, c'est quoi? C'est par exemple une roche. Alors, au laboratoire de physique, on fait des expériences dans un milieu très contrôlé. On n'utilise pas une roche, on utilise ce qu'on appelle une mousse solide. Donc vous imaginez des bulles de savon, ça fait de la mousse, et vous retirez toutes les surfaces. Vous gardez uniquement les arêtes entre les bulles. Vous avez une mousse solide dont vous avez ici un petit aperçu. Alors c'est un aperçu avec un microscope extrêmement puissant parce que chaque petit pore ici fait quelques nanomètres. Et vous avez donc une fine couche de cette mousse solide qui est placée entre deux plaques de verre. Ça forme ce qu'on appelle une cellule de Helleshow. Et à la base de cette cellule, on va injecter de l'eau à travers une fente homogène. Et on va avoir 9 injecteurs de gaz qui vont produire les petites bulles que vous voyez tout à l'heure remonter dans la vidéo. Et l'objectif des physiciens, c'est de comprendre comment se comportent ces petites bulles de gaz qui sont donc à l'intérieur d'un écoulement liquide, en l'occurrence de l'eau. Ils veulent savoir, par exemple, est-ce que c'est plutôt des grosses bulles ou des petites bulles qui se forment? Est-ce qu'elles progressent vite?
Et les applications qui sont visées, elles sont de deux types, puisque vous voyez, ce travail est en partenariat avec ce qu'on appelle l'IFPEN. Alors, au début, IFP, c'était l'Institut français du pétrole. Et donc, du coup, une roche, quand il y a du pétrole liquide qui est piégé à l'intérieur, ce qu'on peut faire pour extraire le pétrole, c'est d'envoyer du gaz à très haute pression. Et donc, le but, c'est de voir le liquide bouger lorsque le gaz est injecté à une pression suffisante. Alors ça, vous vous en doutez, aujourd'hui, c'est plus tout à fait à la mode d'étudier l'extraction du pétrole. Et c'est pour ça que l'IFP est devenu l'IFPEN avec énergie nouvelle. Et donc, des autres applications qui sont un petit peu plus dans l'air du temps, c'est de faire de la synthèse chimique efficace. Donc, quand vous réalisez une expérience en chimie, vous avez des réactifs et donc qui peuvent être de tout type. Par exemple, vous avez un réactif qui est liquide et l'autre qui est gazeux, et votre objectif, c'est de les mettre ensemble pour créer un nouveau composé. Et dans un objectif de sobriété et de développement durable, vous voulez que cette réaction, elle se passe vite et efficacement. On ne veut pas qu'il reste des déchets, etc. Et donc pour ça, on va mettre ce qu'on appelle un catalyseur dans le réacteur chimique. Et donc ce catalyseur, ça peut par exemple être un solide. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'à l'intérieur de ce réacteur chimique, le liquide, le solide et le gaz se rencontrent de manière vraiment maximale pour que la réaction ait lieu un peu partout et qu'elle se fasse, du coup, rapidement et qu'elle consomme tout le catalyseur et tous les réactifs. Donc ça, ça nous amène directement à notre expérience. On veut que les bulles de gaz, elles se répartissent le mieux possible dans la cellule pour pouvoir rencontrer à la fois le liquide et le milieu poreux. Donc, le physicien, dans son laboratoire, il recrée un peu des conditions qui ressemblent à ce qu'on fait lorsqu'on extrait du pétrole ou lorsque l'on fait de la synthèse chimique. Et son objectif, ça va être de décrire précisément ce système solide, liquide, plus gaz. Donc si je fais un petit zoom sur une des bulles de gaz qu'on a observées tout à l'heure, eh bien mon objectif, donc à partir de l'image que vous voyez ici à gauche, c'est de retrouver ce qu'on appelle une segmentation. Donc la segmentation, c'est l'image de droite. Je veux avoir du noir à l'endroit où il s'agit du liquide et du blanc à l'endroit où il s'agit de ma bulle de gaz. Et donc, comme ça, je vais pouvoir localiser les bulles de gaz. Je vais pouvoir faire ça à chaque tentée. Et donc, je vais avoir une vidéo comme ça qui va me permettre de suivre les bulles de gaz. Et donc, ce problème-là, c'est ce qu'on appelle de la segmentation d'image. Et en l'occurrence, ce que vous remarquez sur l'image de gauche, c'est que ce n'est pas simplement une image où le gaz serait en rouge et puis le liquide serait en bleu. C'est beaucoup plus subtil. Vous y parvenez très très bien. Vous voyez normalement, malgré le vidéoprojecteur, vraiment bien cette bulle de gaz qui a cet aspect un peu brillant comparé au liquide qui est assez mat. Au fond, ça c'est quelque chose que vous faites très bien. Un ordinateur, il a beaucoup plus de mal à le faire parce que là, ce qu'on veut faire, c'est de la segmentation de texture. Et on va donc vouloir séparer une image en un ensemble de grands cas texture homogène, ou ici pour nous K égale 2. Et quand je vous disais que vous étiez des experts de la segmentation de texture avec votre œil humain et votre cerveau humain, vous le voyez là par exemple, le koala et l'arbre sont de couleur marron, à peu près similaires, pourtant aucun d'entre vous ne confond la fourrure du koala avec le bois de l'arbre, parce que la texture vous permet de reconnaître les matériaux. Sur cette image de nuage, tous les nuages sont blancs sur un ciel bleu. Néanmoins, vous arrivez parfaitement à voir les structures tridimensionnelles, à deviner si un nuage est plus ou moins dense, parce que vous voyez justement la texture visuelle. Et si on va un peu plus loin, lorsqu'on fait de la microscopie, on va voir des objets qui sont très très petits, mais en réalité, on ne voit pas toujours les structures les plus petites possibles. Néanmoins, ce à quoi on accède, c'est à l'allure d'un tissu.
Et donc, lorsque on fait par exemple une biopsie pour étudier un organe et savoir s'il est en bonne santé ou non, eh bien, le médecin fait un petit prélèvement, il le regarde au microscope, et la différence entre les tissus qui sont en bonne santé et les tissus qui sont malades, eh bien, il le voit à leur texture. Il y a une texture régulière dans des tissus en bonne santé, et par contre, un tissu malade, il va être assez désordonné, et on y reviendra dans la suite de l'exposé. Donc, cette information de texture, elle vous informe beaucoup sur les images réelles. La preuve, vous êtes parfaitement capable de regarder un film ou une photographie en noir et blanc et vous reconnaissez tout ce qui se trouve dessus. Et par contre, pour un ordinateur, c'est un petit peu plus difficile. Et on va donc utiliser les mathématiques pour aider l'ordinateur à reconnaître les différentes textures. Donc j'ai repris mon image préférée, ce sont mes petites bulles de gaz un petit peu brillantes, et je vous ai tracé ici en bas l'intensité lumineuse le long de la droite qui est tracée en bleu sur mon image. Alors la toute première chose que vous voyez sur cette intensité lumineuse, c'est qu'elle varie de manière complètement aléatoire. Ensuite, la deuxième chose que vous voyez, c'est que l'amplitude des variations est ici plus importante quand je suis à l'intérieur de ma bulle de gaz. Donc ça va être quelque chose que mathématiquement, on va décrire avec un attribut qu'on va appeler la variance et qui va mesurer cette amplitude de variation de l'intensité lumineuse. Ça va être un premier moyen pour l'ordinateur de faire la différence entre la texture du fond qui correspond au liquide et les bulles de gaz que vous voyez ici. Le deuxième attribut, on ne le voit pas forcément sur le tracé que j'ai fait ici, on le voit vraiment sur l'image. C'est un petit peu depuis le début, je vous prépare à cet attribut, je vous dis, la bulle de gaz, elle apparaît de manière plutôt brillante. Vous voyez, il y a un aspect visuel de grain un peu grossier sur cette bulle de gaz, et par contre, le liquide apparaît beaucoup plus mat, il y a un grain très très fin, et ça, on peut le mesurer avec ce qu'on appelle la régularité locale, qu'on va noter petit h, et qu'on va le voir plus tard, détermine les propriétés fractales de la texture. Donc si je fais un petit peu de mathématiques, l'intensité lumineuse, localement, elle a donc cette amplitude que je mesure avec ma variance sigma, et elle se comporte comme une fonction puissance avec un exposant h de x, qui est exactement la régularité locale à l'endroit où je suis en train de la regarder. Donc pour être un petit peu plus concrète, si je trace l'intensité lumineuse, ici en bleu, dans un premier cas, j'ai un exposant ici qui est proche de 1, j'ai quelque chose d'assez régulier, vous le voyez ici. Et par contre, lorsque j'ai un exposant qui se rapproche de 0, j'ai quelque chose de très irrégulier. Donc on va utiliser des régularités locales h proche de 1 pour décrire quelque chose de très régulier dans une image, et au contraire, on va utiliser des régularités locales proches de 0 pour décrire les irrégularités. Et donc le fait de faire de la segmentation de texture, maintenant je peux le traduire dans un langage mathématique que l'ordinateur va comprendre. En fait, ce que je vais lui demander, c'est de mesurer ces quantités, cette variance et cette régularité locale partout dans l'image, et de séparer l'image en deux régions. Une région qui va correspondre à une valeur donnée H1 sigma 1 au carré et une seconde région H2 sigma 2 au carré, et ainsi faire la distinction entre liquide et gaz. Donc, ce que nous allons décrire, c'est le liquide dans mon image qui va correspondre à ce fond-là qui a un grain très fin et une variance très petite, donc H1 et sigma 1 carré, et le gaz qui est ici très brillant avec une grande variance avec H2 et sigma 2 au carré. Alors maintenant que j'ai dit à l'ordinateur comment on décrivait mathématiquement ces différentes textures, qu'est-ce qu'il fallait regarder? Il faut que je lui dise comment est-ce qu'on accède à la valeur de ces quantités. Et pour ça, j'ai besoin de savoir un petit peu le modèle mathématique sous-jacent, comment il se comporte, quelles sont ses propriétés. Et ce que j'ai utilisé dans ces travaux, c'est le concept de texture fractale. Alors une fractale, c'est un objet qui, quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde,
est le même. Donc là, vous voyez deux images, a priori, bon, elles n'ont pas l'air bien différentes l'une de l'autre. Et il se trouve qu'en fait, l'image de droite, c'est un zoom sur l'image de gauche. Et donc c'est ça exactement, une fractale. Vous ne pouvez pas dire à quelle échelle j'ai regardé mon objet quand je vous le montre, parce que au fur et à mesure qu'on zoome, on voit toujours la même chose. Et ces objets fractales, ils ont été introduits en réalité il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un certain Benoît Mandelbrot qui, dans les années 1960, s'est intéressé à ces objets. Et alors, moi, j'aime beaucoup l'histoire de Benoît Mandelbrot parce que donc il est né pendant l'entre-deux-guerres et il est né en Pologne. Donc, sa famille, elle habitait dans le ghetto juif de Varsovie. Et son oncle était un mathématicien, et donc son oncle lui a appris un petit peu les mathématiques à la maison. Donc vous imaginez en 1936, l'ambiance en Europe, et notamment en Allemagne, en Pologne, n'est pas tout à fait très positive pour les Juifs. Donc Benoît ne peut pas aller à l'école, à l'université, il se forme comme il peut. Au bout d'un moment, la famille Mandelbrot comprend que c'est très risqué de rester en Pologne, et il va donc émigrer avec toute sa famille et arriver à Paris. Donc là, à Paris, de nouveau, il se forme, il va au lycée Louis-le-Grand, il aime les mathématiques, il apprend beaucoup. Et là, ce qui se passait en Pologne commence à s'étendre à toute l'Europe, et donc les Allemands envahissent la France, ils rentre à Paris, et donc la famille Mandelbrot décide de se réfugier dans cette moitié de la France qui à l'époque n'est pas occupée. Et donc Mandelbrot atterrit dans la petite ville de Tulle. Alors Tulle, c'est en Corrèze, c'est l'un des départements les moins peuplés, les plus ruraux de France. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, Mandelbrot, il est garçon de ferme. Qu'à cela ne tienne, une fois que la guerre est finie, il fait ses études, il va passer les concours des grandes écoles françaises, et il est admis à l'école polytechnique, qui est la meilleure école d'ingénieurs en France. Et il fait ses études là-bas, et c'est là qu'il découvre les mathématiques de ces objets qui sont identiques à eux-mêmes au fur et à mesure que on va zoomer dessus. Et il est très très curieux, et donc il est tellement curieux qu'il finit par aller faire des travaux doctoraux en Californie. Et là, en fait, il se rend compte que dans les sciences expérimentales, il y a plein de physiciens qui ont des bonnes intuitions, mais qu'en fait, il y a toute une rigueur mathématique qui n'est pas appliquée. Et lui, il a très envie de mettre de l'ordre là-dedans. Et donc, il va s'intéresser aux objets aléatoires que les physiciens rencontrent et que les théoriciens de l'époque trouvent un petit peu compliqués à décrire, parce que quand même, il va falloir des théories mathématiques vraiment complexes. Et donc lui, il ose affronter cette difficulté, et parce qu'il affronte cette difficulté, il crée cet outil qu'on appelle les fractales. Il va vraiment l'appliquer à tous les domaines, en biologie, en botanique, en physique, en chimie, en économie également. Jusqu'à son décès, Mandelbrot a analysé les crises économiques à partir des indicateurs de la bourse avec vraiment beaucoup d'acuité. Et donc, il a publié un énorme livre sur le monde est bien décrit par les fractales. Et ça a été vraiment un grand succès. Et ça a permis des vraies avancées dans les sciences expérimentales. Donc, vous imaginez, c'est quelqu'un qui s'y connaissait très bien dans des domaines extrêmement variés. Et il se trouve qu'en 1984, à Biarritz, on organise un colloque de traitement d'images français, enfin francophone en tout cas, et Mandelbrot vient et il soumet un article plutôt original. Alors, si vous lisez un petit peu ses propos, il a quand même conscience d'être quelqu'un de très intelligent. La géométrie fractale de la nature fut conçue et développée par l'auteur de ce travail et présentée pour la première fois en 1975. Ces sources se trouvent dans deux découvertes inattendues aux effets multiples cumulatifs. Les fractales ont contribué à redonner, vous voyez qu'il peut même faire des fautes d'orthographe, aux mathématiques et à la physique un côté visuel et presque sensuel, et elles ont posé des questions nouvelles
concernant l'esthétique de nombreux problèmes d'informatique et d'infographie. Donc vous voyez que pour Mandelbrot, les mathématiques doivent être belles. Et d'ailleurs, la section expérimentale de cet article contient des œuvres d'art qui ont été réalisées avec des petits programmes informatiques. Donc vous voyez qu'on rencontre l'art et on va le revoir dans la suite de cette présentation. Donc plus mathématiquement, il va falloir accéder à ces quantités qui décrivent les textures, donc régularité locale et variance locale, avec des méthodes liées à ces objets fractales. Et donc une manière de faire, c'est de regarder une image en zoomant de plus en plus dessus et de comparer les images entre elles. Donc ces images zoomées que vous voyez là. Et il se trouve que si on procède de cette manière, eh bien, on va pouvoir avoir accès à la valeur de la régularité locale et la valeur de la variance locale en faisant ce qu'on appelle une régression linéaire. Donc, si je prends un point dans mon image, par exemple ici dans le gaz, je vais pouvoir tracer cette quantité multi-échelle en fonction de l'échelle petite a. J'ai les points en rouge et je les relie par une droite dont la pente va me donner la régularité locale et leur donner à l'origine la variance locale. Donc si je répète ça à l'intérieur de ma bulle de gaz, vous voyez que le comportement est à peu près similaire. Évidemment, il y a des petites fluctuations parce qu'on est sur une image réelle. Et si par contre je passe dans le liquide, là vous voyez, il y a un comportement nettement différent. Et l'objectif de la segmentation de texture, c'est de distinguer ces deux comportements. Le problème, si vous faites à chaque endroit ces petites régressions linéaires, vous calculez la pente, l'ordonnée à l'origine, vous allez obtenir quelque chose de vraiment pas très propre. Et pourquoi ? Parce que quand on travaille sur des images réelles, les images réelles, elles se plient jamais exactement à la description mathématique que vous avez faite, parce que c'est comme ça, la nature, elle rentre pas exactement dans nos cadres mathématiques, donc il faut travailler un petit peu plus. Et donc c'est un travail que j'ai fait avec mes collègues où on a explicitement encodé le fait que certes on avait un modèle fractal, mais il fallait aussi quand même produire une segmentation, c'est-à-dire il fallait trouver des zones d'une certaine taille dans l'image. Donc c'est ce qu'on appelle ici une régularisation. Et ça vous donne la segmentation que vous voyez à droite qui est bien plus satisfaisante que celle-ci qui est extrêmement bruitée. Donc pour ça, on a utilisé des algorithmes efficaces, mais surtout des algorithmes rapides. Parce que je vous rappelle, on a regardé une vidéo. Une vidéo, ça veut dire qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'images à traiter. Et une autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a automatisé le processus. Donc la plupart du temps, quand on a un modèle mathématique, on a des petits paramètres. Ici, par exemple, j'ai un paramètre que j'ai noté lambda. Si lambda vaut 0, eh bien, je vais retrouver cette image extrêmement bruitée. Et au fur et à mesure que je vais augmenter lambda, je vais retirer du bruit de l'image jusqu'à arriver à cette image optimale. Et si je l'augmente encore, eh bien, par exemple, les deux bulles ici vont se rejoindre. On ne va plus détecter ce petit saut entre les bulles. Donc j'ai besoin d'un réglage très fin de ce paramètre. Mais si on se met dans la peau du physicien, dans son laboratoire, il ne connaît pas l'algorithmique, il ne connaît pas le modèle fractal, et donc aller régler un paramètre image par image dont il ne connaît pas le rôle ni le sens, c'est pas faisable, et il n'a pas du tout envie de s'y intéresser. Donc si vous voulez qu'il utilise votre méthode mathématique, il faut qu'elle ne requiert aucun réglage de sa part, juste appuyer sur le bouton. Et donc ça a vraiment été l'étape décisive d'automatiser le réglage de ce paramètre. Quittons un petit peu les mathématiques, revenons dans notre laboratoire de physique. Donc on a un gros volume de données à traiter. C'est des images en grande résolution. On a d'ailleurs acheté une caméra exprès pour filmer l'expérience à plusieurs milliers d'euros pour avoir plus d'1 million de pixels dans nos images. Chaque vidéo contient à peu près 1000 images et parce qu'un physicien, c'est un expérimentateur, il a envie de tester beaucoup de choses. Il a envie de faire varier le débit de liquide, il a envie de faire varier le débit de gaz et donc à chaque fois il fait une vidéo. Et donc ça augmente encore le volume de données à traiter
Et on va donc avoir une dizaine de vidéos à traiter pour faire ce qu'on appelle un plan de phase, donc plusieurs débits de gaz, de liquide, et on va voir comment ça se comporte. Donc, une fois qu'on appuie sur le bouton, on passe de cette image-là à une image segmentée sur laquelle on va pouvoir suivre les bulles de gaz. Donc, on peut appliquer ça ensuite image par image, ça segmente la vidéo, puis ensuite on applique ça pour chaque vidéo. Et donc, on a un premier comportement. Lorsque le débit de gaz et le débit de liquide sont faibles, vous voyez, ça crée des petites bulles qu'on arrive très bien à segmenter ensuite. On a un autre comportement. Là, c'est débit de gaz et de liquide vraiment très très faible. Donc là, les bulles sont vraiment encore plus petites que dans le cas précédent. Et on les voit s'organiser un petit peu en chapelets. Vous voyez ici des petits chapelets de bulles qui passent. Elles passent surtout sur les côtés. Et enfin, il y a un dernier régime où cette fois-ci, le débit de gaz est vraiment très élevé. Et dans ce cas-là, ça forme des grandes bulles. Vous voyez ici l'exemple d'une de ces grandes bulles. Et là, vous voyez un exemple de chapelet connecté de plein de petites bulles. Et ce que vous constatez, c'est que quel que soit le régime dans lequel on a réussi à détecter à la fois ces bulles un petit peu sombres qui passaient sur les côtés et les bulles un peu plus brillantes qui passaient au milieu. Et bon, la différence entre ces deux types de bulles, en réalité, elle est très triviale. Il y en a qui passent plutôt à l'arrière et d'autres qui passent plutôt à l'avant. Or, c'est l'avant qui est éclairé. Donc, les bulles qui passent à l'avant, elles apparaissent très brillantes. Néanmoins, la méthode qu'on a proposée, parce qu'elle se basait sur la texture, elle est capable de détecter ces deux types de bulles et donc de faire un suivi au cours du temps de l'expérience physique. Donc notamment, ce qui intéresse le physicien, c'est quand même de valider cette méthode, dont lui, il n'a pas forcément compris tous les soubassements mathématiques. Donc ce que le physicien fait, c'est qu'il mesure la quantité de gaz qu'il a injecté dans l'expérience, et puis ensuite, il regarde les différentes bulles qu'on a trouvées sur l'image, il calcule le volume, et donc, vous voyez ici, en rouge et en bleu, les méthodes que nous avons proposées, qui retrouvent un volume de gaz qui correspond à celui de l'expérience. Et en jaune, c'était les méthodes précédentes que les physiciens avaient pu trouver. Donc vous voyez qu'on a bien amélioré la détection des bulles et donc notamment le calcul de l'aire total de gaz dans l'expérience. Et ce qu'on a pu mesurer également, et qui là est vraiment une quantité qui intéresse les physiciens, qui n'est pas une quantité de contrôle, c'est la quantité d'interface gaz-liquide. Parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit que ce qu'on avait envie de faire, c'était par exemple une expérience chimique. Donc il fallait qu'il y ait un bon contact entre le liquide et le gaz. Donc il fallait un périmètre d'interface dans cette expérience qui est quasi bidimensionnelle, pour maximiser le contact entre mes réactifs et donc avoir une réaction chimique qui se produit le plus rapidement possible. Et on va maintenant passer à une autre physique, une physique des tissus vivants, parce que ces méthodes qui étudient les textures fractales, elles ont des applications dans beaucoup d'autres domaines. Et là, j'ai choisi une application sur laquelle je travaille depuis quelques temps avec des collègues, qui est le traitement d'images biomédicales. Et on va donc parler d'un sujet assez important, c'est le sujet du cancer du sein. Donc il faut savoir que le cancer du sein, c'est celui qui est le plus fréquent chez les femmes. Notez néanmoins qu'il existe aussi chez les hommes. Il est très rare, mais il y a quand même 2% des cas de cancer du sein qui apparaissent chez les hommes. Donc c'est moins un enjeu de santé publique de ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup moins de cas, mais on estime dans le monde que pour les femmes, c'est 1 sur 8 qui va être confrontée à un diagnostic de cancer du sein à un moment dans sa vie. Et l'excellente nouvelle, c'est que le cancer du sein, lorsqu'il est détecté précocement, on sait très bien le traiter. On a fait d'énormes progrès à tel point que la détection précoce, ça peut amener à jusqu'à 99% de chances de survie à 5 ans. Donc, il y a un véritable enjeu de détection rapide d'un cancer du sein, et c'est pour ça que l'OMS recommande de faire un dépistage organisé de la population.
Donc en pratique, ça veut dire que les femmes au-dessus d'un certain âge, 45 ou 50 ans, selon les pays, se voient proposer une imagerie par rayon X de leurs deux seins. Et donc en France, ça a lieu tous les 2 ans. Et sur cette image, il y a un radiologue qui va inspecter, il va détecter les tissus adipeux, donc c'est les tissus gras, qui sont des tissus en bonne santé dans le sein et qui sont transparents au rayon X. Donc sur l'image que vous voyez, c'est toutes les zones qui sont plutôt noires. Il va aussi voir les structures qu'on appelle les structures épithéliales. Donc, ce sont les structures qui vont être responsables de la production de lait dans le sein, mais c'est aussi ce qui va vraiment tenir l'organe et assurer tout son fonctionnement. Et enfin, ce que le radiologiste il doit détecter, c'est est-ce que dans cette image, il y a des tissus qui sont lésés. Et j'ai mis vraiment dans cet objectif-là, lésé et pas cancéreux, parce qu'on veut détecter la moindre anomalie. On ne veut pas seulement être capable de détecter qu'il y a un cancer qui est formé. Alors là, en l'occurrence, sur cette image, il y a une zone ici qui est une zone où il y a une grosse tumeur, hein, mais on veut justement être capable de le détecter bien avant ça. Donc on veut être capable d'évaluer vraiment la santé d'un organe, et ça, c'est une tâche très complexe. Parce que les tissus qui vont devenir cancéreux, ils apparaissent en blanc, de la même manière que les tissus épithéliaux. Ce sont des tissus qui absorbent les rayons X, et donc les distinguer entre eux, ça repose vraiment sur l'œil du radiologue. Et puis, on aimerait pouvoir aider l'œil du radiologue avec des méthodes qui sont assistées par ordinateur. Il ne s'agit jamais, en aucun cas, dans aucun cadre, de remplacer un médecin. Donc en Europe, on a des lois sur les produits médicaux qu'on peut mettre en vente. Et donc, il faut savoir qu'en imagerie biomédicale, et notamment dans le cadre, par exemple, de l'analyse de mammographie, la Commission européenne interdit qu'il y ait des examens qui ne soient pas vus par des radiologues. Et d'ailleurs, la plupart des dépistages en Europe, il y a 2 radiologues qui regardent les images. Donc, il y a un contrôle humain. Là, le but, c'est simplement de venir pointer pour l'humain des risques supplémentaires ou des zones qu'il doit inspecter. Et donc, récemment, pour détecter ces tissus lésés, on a utilisé toute une batterie d'outils issus des mathématiques, du traitement d'images, et est arrivé sur vraiment le devant de la scène le rôle de l'environnement dans le tissu sur le développement d'un cancer. Donc, plus précisément, lorsqu'on considère un organe comme le sein, chaque semaine, il y a des petites lésions qui se produisent, des petites agressions, des petits dysfonctionnements, mais le sein est équipé d'un système immunitaire extrêmement performant. Et donc, ce système immunitaire, lorsqu'il fonctionne correctement, il résorbe très bien les petites lésions, les petites microcalcifications. Par contre, lorsque ce tissu il perd de sa structure, qui se dégrade un petit peu, qui se désorganise, là, il perd la capacité globale à réagir à ces agressions. Et donc, il devient plus fragile, parce que s'il subit une attaque, il est moins capable de se défendre. Et donc, il y a une plus grande probabilité, dans ces tissus qui sont un peu endommagés, que se forme un cancer. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher à détecter non pas des tissus cancéreux, mais est-ce qu'il y a la présence de ces tissus un petit peu abîmés? Parce que ces tissus abîmés, ils vont augmenter le risque de cancer. Et dans ces cas-là, au lieu de faire une mammographie tous les 2 ans, on va peut-être proposer de faire une mammographie tous les ans. Parce que 1 an de traitement sur la détection d'un cancer, c'est énorme. Gagner cette période-là, c'est beaucoup en termes de chances de survie. Et c'est ce qui a été fait donc à l'Université du Maine grâce à des outils fractales, puisque ces chercheurs se sont rendus compte que finalement, entre une mammographie, c'est la petite image que vous avez à gauche, et une texture fractale, l'image que vous avez à droite, il y a des similitudes. L'aspect visuel local est quand même ressemblant. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait vraiment caractériser les tissus à partir de ces indicateurs fractales que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire complètement autre chose, en physique non linéaire. Et ils ont donc proposé un modèle pour ces tissus qui étaient en perte de structure et qui étaient donc les tissus à risque.
avec vraiment un objectif d'évaluation de risque de cancer avant même que toute tumeur apparaisse. Donc, qu'est-ce que ça donne en pratique, ces méthodes ? Eh bien, lorsqu'on mesure une régularité locale qui est plus petite que 1,5, ça correspond aux tissus adipeux, c'est les tissus en bonne santé. Lorsque la régularité locale est strictement plus grande que 1,5, ce sont les tissus épithéliaux qui vont bien. Et par contre, lorsqu'on a H qui est très proche de 1,5, eh bien là, ce sont les tissus qui sont en perte d'organisation et donc qui sont à risque de tumeur. Et l'algorithme qui a été développé à l'Université du Maine va permettre de faire une cartographie. Donc vous avez ici en bleu les tissus adipeux. En rouge, vous avez les tissus épithéliaux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de bleu parce que là, en l'occurrence, c'est une patiente plutôt âgée. Et avec l'âge, quand on passe 50 ans, on n'a plus vraiment besoin de produire du lait. Donc les tissus épithéliaux, ils ont tendance à disparaître progressivement et on a des seins plus gras. Et garder des seins denses avec l'âge, on sait que c'est un facteur de risque de cancer. Et puis, en orange, il y a ces tissus qui sont denses et qui, par contre, ont perdu leur structure. Et plus il y a de orange dans une image, plus ça veut dire qu'il y a un risque de développer un cancer, parce que s'il y a une lésion qui se forme ici, elle ne sera pas résorbée automatiquement. Et on va donc pouvoir passer maintenant à la dernière partie de cet exposé et parler un petit peu d'art. Donc, j'étais dans une équipe de recherche qui faisait du traitement du signal et des images et nous avons accueilli, donc du 14 septembre au 2 octobre 2020, un artiste qui s'appelle Alex Hendricks en résidence artistique. Donc une résidence artistique, c'est vraiment on invite un artiste à venir observer l'ensemble des activités d'une équipe. Ça peut avoir lieu dans des contextes très variés. En l'occurrence, ici, ça a eu lieu au laboratoire de physique dans lequel je travaillais. Et donc, moi, je trouve très intéressant le parcours de cet artiste, Alex Hendricks, parce qu'il a commencé par des études d'ingénieur. Il aimait plutôt bien la programmation, les mathématiques, et donc il s'est formé à l'École centrale de Lyon, qui est une école d'ingénieurs assez généraliste. Et il a commencé à travailler dans l'informatique, et puis il a commencé à avoir une pratique artistique qui consistait à coder sur ordinateur des équations de la physique, puis à les modifier un peu à son goût, pour produire des œuvres, alors des œuvres en 2D, des vidéos, voire même des œuvres en réalité virtuelle. Donc il avait allié sa créativité avec les outils avancés d'informatique qu'il avait appris pendant ses études. Donc au début, il faisait cette pratique sur son temps libre, puis après il s'est dit « Ah, quand même, j'ai pas assez de temps pour ma pratique créative », donc il a commencé à travailler à 80% et à être 20% artiste. Très rapidement, il s'est rendu compte que il était quand même vraiment plus artiste, donc il a travaillé à 50%, puis 50% artiste. Et au bout de 4 ans, il était 100% artiste. Et donc aujourd'hui, c'est un artiste numérique qui a fait sa spécialité de travailler avec des chercheurs. Donc il va observer les travaux de recherche, il pose des questions, il discute avec les chercheurs dans leurs équipes, et puis après, il crée des œuvres qui rentrent en résonance avec ce que font les chercheurs. Et il a vraiment à cœur dans sa pratique de dire qu'il ne représente pas les résultats qui sont obtenus dans la recherche. Vous allez voir, ce ne sont pas des versions beaucoup plus jolies des images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est vraiment inspiré des concepts, des équations mathématiques. Et donc, j'étais dans une équipe signaux, systèmes et physique. Et donc, vous voyez ici l'homme qui est représenté là. C'est Sisyphe avec son rocher. Et donc, l'histoire de Sisyphe, c'est un homme qui a été puni par les dieux. Il doit faire remonter un rocher tout en haut d'une montagne. Et quand le soir arrive et que lui arrive en haut de la montagne, le rocher redévale la pente. Et Sisyphe redescend et doit remonter son rocher. Et donc, on va voir un petit peu comment s'est produit cette œuvre. Donc, ce qui s'est passé, d'abord, c'est la rencontre d'un artiste, Alex Hendricks, et d'un scientifique. En l'occurrence, c'était le responsable de l'équipe de recherche dans laquelle je travaillais, Patrice Abry. Et voyant qu'il y avait des convergences d'intérêts, ce projet de résidence artistique s'est créé.
Donc, il y a eu la rencontre avec l'équipe de recherche, donc Signaux, Systèmes et Physique. Il y a 2 graphistes qui ont travaillé avec Alexandrix et 3 musiciens. Donc là, vous n'entendrez pas la musique, mais si vous allez sur le site d'Alexandrix, vous pourrez avoir toutes les composantes. Donc la résidence artistique, elle a duré 3 semaines, de septembre à début octobre 2020. Et pendant la première semaine, l'artiste a vraiment discuté avec chaque personne. Donc il était dans le laboratoire et puis il a proposé des entretiens aux différentes personnes, que ce soit des chercheurs très expérimentés ou des jeunes étudiants. Il leur a demandé de décrire leurs recherches. Et une qualité vraiment incroyable d'Alexandrix, c'est sa curiosité. C'est-à-dire quand vous faites un travail de recherche qui est un petit peu pointu, il y a vos collègues directs qui vous demandent « Bon alors, est-ce que tu as avancé ?» C'est quand même pas tout à fait la même chose que quand un artiste vous demande « Oh là là, mais d'où vient cette équation ?» et qu'il a des questions presque philosophiques sur comment vous avez fait les choix dans votre travail. En fait, c'est une expérience qui permet aussi de prendre beaucoup de recul et qui permet aussi parfois de se rendre compte que ce qu'on fait et qui, dans un laboratoire de recherche, est un peu le quotidien, eh bien, à l'extérieur, c'est pas évident et ça demande d'être situé et d'être contextualisé. Et puis, ça permet aussi de découvrir le travail de quelqu'un d'autre parce que finalement, on se rend compte aussi qu'on fait preuve d'une certaine créativité quand on fait de la recherche et que du coup, on rencontre les mêmes questions qu'un artiste, la même page blanche et les mêmes questionnements techniques au moment de la concrétisation. Ensuite, la deuxième semaine, l'artiste s'est volatilisé dans une caverne de création avec ses acolytes, les graphistes, les musiciens, et ils ont composé à la fois la musique et puis une petite vidéo dont on verra un extrait tout à l'heure. Et enfin, l'artiste et ses comparses sont revenus vers l'équipe de recherche. Donc après avoir fait la création vraiment cachée, entre guillemets, et ils ont organisé une projection publique avec les membres de l'équipe. Et alors là, c'était très émouvant parce que même des chercheurs, peut-être même surtout des chercheurs très expérimentés, très habitués à la recherche, ils étaient très émus de retrouver des éléments qu'ils avaient discuté avec un artiste dans une vidéo qui plus est esthétique et construite. Et donc, ça a vraiment été une sorte de cadeau à l'équipe que d'avoir cette œuvre qui représentait les travaux. Hop. Et donc, on va pouvoir regarder un petit morceau de l'œuvre. Oh! Alors, au passage, le paysage très accidenté que vous voyez ici, eh bien, en fait, c'est un peu le paysage qu'on voit sur une texture. C'est plein de creux et de bosses. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, quand je vous montrais l'intensité lumineuse, le long de cette coupe de la texture, c'était très irrégulier. Et il se trouve que dans l'équipe dans laquelle j'étais, on était nombreux à travailler sur les fractales. Et donc, ce paysage créé en vidéo, eh bien, en fait, il est directement inspiré des fractales dont tout le monde a parlé avec cet artiste indépendamment et que Alex a synthétisé.
ce que vous voyez, c'est cet homme Sisyphe qui s'est formé par agrégation de plein de particules et son rocher qui est en train de se former au-dessus de lui. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs de jeux vidéo dans la salle, mais là, cette vidéo, elle est créée avec Unity. Unity, c'est vraiment un générateur qu'on utilise lorsqu'on fait de la création graphique, notamment pour les jeux vidéo. Donc là, vous voyez que dans cette création, ça permet d'avoir ces mouvements très fluides et aussi très riches, parce que ce que vous constatez, c'est qu'il y a plein d'objets qui sont en train de bouger en même temps, d'interagir entre eux pour former une plus grande structure. Ça, c'est la complexité des mathématiques des jeux vidéo qui est derrière. Donc vous pourrez aller voir sur le site d'Alexandrix, il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs de ses œuvres. C'est un artiste qui a travaillé avec des chercheurs dans des domaines très variés. Il y a des œuvres qui ont été faites au laboratoire d'astrophysique et de cosmologie de Lyon également. Et on va revenir sur une petite slide conclusive. Donc je voulais vraiment mettre en avant la science et les mathématiques d'abord, mais je vous propose qu'on revienne un tout petit peu sur le parcours que j'ai eu en tant que d'abord étudiante. Donc moi, j'étais au lycée, les mathématiques et la physique, ça me plaisait plutôt. Donc, je suis allée en ce qu'on appelle une classe préparatoire en France. Donc, on fait de la physique et des mathématiques de manière assez intensive. Et puis, à la fin, on passe un concours pour intégrer des grandes écoles d'ingénieurs, mais aussi des écoles normales qui sont à l'époque ce qui formait les enseignants et qui maintenant forment des personnes pour être enseignants-chercheurs ou chercheurs. Et moi, je voulais faire des mathématiques appliquées. Et quand je suis arrivée à l'École normale supérieure de Lyon, le département de mathématiques avait théorie des probabilités, théorie de l'analyse, théorie de l'algèbre. Il n'y avait rien du tout qui était appliqué. Alors, j'ai dit, oui, c'est pas grave, il y a les mathématiques au 4e, mais là, au rez-de-chaussée, il y a la physique. Je vais me trouver très bien en physique et puis je compléterai mes bases nécessaires en mathématiques à côté. Et donc, je suis rentrée dans la formation en physique. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, de la physique des fluides jusqu'à la physique théorique et la théorie des cordes. Et j'ai quand même passé donc ce qu'on appelle l'agrégation de mathématiques. C'est le concours en France qui permet d'être enseignant au lycée de mathématiques. Donc, c'était pour avoir des bases solides dans toute la théorie mathématique. Et ensuite... de manière quasi systématique, on termine nos études par une thèse. Et donc, j'avais beaucoup de liberté pour choisir mon sujet de thèse. Et je me suis dit, il faut un sujet de thèse qui soit à la fois en mathématiques et puis aussi qui ait une composante appliquée. Et je me suis donc dirigée vers le laboratoire de physique qui avait une équipe de traitement du signal. Donc là, ça mêlait des applications en physique, des mathématiques et aussi de l'informatique. Et c'est là vraiment que j'ai découvert que c'était vraiment très agréable de coder, d'implémenter des algorithmes et d'avoir une discussion. Alors à l'époque, on n'avait pas encore ChatGPT, mais on discute quand même avec son code quand il nous renvoie des résultats. Et donc j'ai soutenu ma thèse en 2020, suite à quoi je suis partie en post-doctorat à Lille. Et donc là, au fur et à mesure, j'avais quand même bien envie de devenir chercheuse ou enseignante-chercheuse. Et j'ai donc passé le concours du CNRS et j'ai commencé à être chargée de recherche en octobre 2022 au laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc ça veut dire que ma mission, c'est de faire de la recherche. Alors évidemment, ça ne se réduit pas uniquement à écrire des équations mathématiques. Dans mes missions, il y a aussi l'enseignement. J'enseigne beaucoup moins qu'un enseignant-chercheur, mais
J'encadre notamment des étudiants dans des projets, etc. Je donne aussi un cours avec Alexandrix sur les relations art-sciences. Qu'est-ce qu'on est capable de faire en création artistique avec les sciences et qu'est-ce que l'art apporte aux sciences. Et j'ai aussi pour mission d'être là aujourd'hui pour parler à un public plus large des recherches qui se font et de ce que c'est la recherche, puisque la recherche, elle est essentiellement financée sur des fonds publics, que ce soit des fonds qui viennent des gouvernements nationaux ou de l'Europe. Et donc, c'est important qu'une petite portion de cet argent soit utilisée à ce que la recherche vous revienne, parce qu'elle est quand même faite à votre service. Merci beaucoup. Merci beaucoup.